Le 23 octobre 2018, je me rends à la division de la sécurité militaire. Quand j'arrive, il était exactement 16h30, 17h. J'arrive à la CIMIL et puis on me conduit au bureau du colonel Bankui. C'est là où il me fait écouter la bande sonore en question qu'il a pris dans WhatsApp et il l'a pris, et d'après ce qu'il m'a dit ce jour-là, il l'a pris dans un forum WhatsApp des ambazoniens qu'il était en train d'infiltrer. Et ça cadre avec le titre là. C'est-à-dire que les crimes de la division de la sécurité militaire dans le cadre du conflit anglophone au Cameroun. Et pour que la division de la sécurité militaire puisse commettre tous les massacres, tous les crimes qu'elle perpètre en zone anglophone, il faut que cette dernière infiltre justement le mouvement indépendantiste anglophone, notamment dans les groupes WhatsApp, etc. etc. C'est donc dans un groupe WhatsApp que Bankui Émile le voyou a donc pris cette bande sonore. Or, cette bande sonore, je l'avais envoyée à une de mes sources d'information, qui était basée à l'époque à Mamfé, parce que c'est cette source d'information qui m'informait, en fait, qui me tenait au courant de tout ce qui se passait dans le Cameroun anglophone en général. Alors, j'avais donc fait cette bande. En fait, c'était une technique d'approche que je voulais faire. C'est-à-dire que j'avais dit au mec, écoute, essaye de distribuer la petite bande sonore là. Et comme ça, les personnes qui vont recevoir la bande auront peut-être envie de me contacter. Et ainsi se noueront des liens entre journalistes et potentielles sources d'information. Parce que c'est la stratégie que j'avais mise en place pour pouvoir me faire un carnet d'adresses assez fourni dans le cadre de ce conflit. Voilà pourquoi j'avais fait enregistrer cette bande sonore. Or, Bankui Émile, je ne sais pas ce qui l'a pris ce jour-là. D'abord, ce que je vais dire, c'est que s'il y avait quelqu'un qu'il fallait poursuivre dans le cadre de cette affaire, c'est lui que je devais traîner en justice. Pourquoi? Pour violation du secret de la correspondance. Parce que les communications WhatsApp ne sont pas publiques, elles sont privées. D'accord? Et le fait pour lui de se retrouver avec ce document sonore privé le rendait passible de poursuites judiciaires pour violation du secret de la correspondance. Parce que la constitution camerounaise, les lois camerounaises protègent le secret des correspondances. Ah oui. Et même si j'ai même dit quoi dans un forum WhatsApp, mais ça rentre dans le cadre des opinions. Ça rentre dans le cadre des opinions. Qui suis-je pour demander aux populations anglophones de faire ceci, de faire cela? Je ne suis rien dans le mouvement. Je suis un journaliste, je suis un leader d'opinion. Alors, Bankui en a fait une affaire d'État, par zèle, par méchanceté. Le gars décide d'abord, en toute illégalité, de me faire entendre dans ses bureaux à la division de la sécurité militaire. Pour quel motif? Et il avait même déjà fabriqué le motif. Apologie de terrorisme. Il dit apologie de terrorisme. Pourtant, la loi sur la loi antiterroriste, la loi du 23 décembre 2014 est claire. On ne peut parler d'apologie de terrorisme que si l'apologie en question a été faite publiquement ou par tout moyen visant à atteindre le public. Est-ce que une communication WhatsApp vise à atteindre le public? Non, c'est une communication qui est privée. Et cette bande sonore-là, elle était privée. La preuve en est que beaucoup de Camerounais n'étaient même pas au courant de son existence. Mais Bankui Émile en a fait une affaire d'État. Sauf que, en me jetant en prison, il a creusé sa propre tombe. Puisque il croyait pouvoir m'éteindre. Mais ce qu'il a voulu faire dans le cadre de mon affaire, c'est retourner contre lui. Et je vais vous expliquer comment. J'aimerais que vous compreniez pourquoi j'ai commencé par vous raconter ce que moi-même j'ai vécu à la division de la sécurité militaire, pour que vous puissiez comprendre où est-ce que je voudrais en venir. En fait, c'est ce jour-là, lorsque j'étais
je vais dire questionné, parce que la division de la sécurité militaire n'avait pas qualité pour m'auditionner. Lorsque j'étais questionné à la CEMIL, c'est ce jour-là que j'ai compris que cet organe, cette brigade criminelle-là, est au centre de beaucoup de scandales, beaucoup de crimes dans le cadre du conflit anglophone. C'est ce jour-là que j'ai compris. Et comment je l'ai compris? Lorsque j'étais auditionné, j'étais en train d'être auditionné par l'un des bras droits du voyou, Bankui Emile, un de ses collègues qui était assis sur une table pas très loin de là où j'étais cuisiné, m'a dit que nous, ici, à la sécurité militaire, nous avons mis en place une stratégie qui consiste à les diviser. Écoutez bien, c'est le collègue de Bankui qui me le dit, que eux là, c'est-à-dire que les agents de la sécurité militaire, ils ont mis en place, c'est-à-dire qu'ils ont conçu et mis en place une stratégie qui vise à diviser le mouvement indépendantiste anglophone. Ça veut tout simplement dire que les agents des renseignements du Cameroun s'étant rendu compte que la solution militaire ne mènera nulle part, ils ont donc décidé d'infiltrer le mouvement indépendantiste anglophone en l'émiettant, en le divisant. Et comment Bankui Emile et toute sa bande procèdent pour diviser le mouvement indépendantiste anglophone? C'est en perpétrant un certain nombre de crimes. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que, et ça j'ai eu à le marteler sur ma chaîne YouTube maintes fois, que M. Bankui Emile, dont la réputation sulfureuse n'est plus à démontrer, nous connaissons tous son passé, son profil, tous les crimes qu'il a eu à perpétrer quand il était commandant du groupement territorial de gendarmerie à Douala. Cet individu, ce triste individu, a défrayé la chronique à Douala pour avoir assassiné un inspecteur de police, un certain Mapuro Nishfon. Et beaucoup de gens ont cru et continuent même de croire que Mapuro Nishfon a été tué parce qu'il a été surpris sur la femme de la crapule du voyou Émile Bankui. C'est faux. Archi faux. Mapuro Nishfon faisait partie d'un gang qui était entretenu par Bankui Émile à Douala. Et Bankui Emile et l'inspecteur de police en question ne se sont pas entendus sur le partage du butin, du braquage. Parce que en fait, c'était dans le cadre d'une histoire de trafic de drogue. Le policier, l'inspecteur de police en question faisait partie d'une bande de braqueurs entretenue par Bankui Emile à Douala. Et parce qu'il y a eu mésentente au moment du partage du butin, Bankui Emile a fait assassiner cet inspecteur de police. Et Bankui Emile travaillait déjà avec des dignitaires du régime au sommet de l'État du Cameroun. Il menait des opérations, des actes de braquage, etc., etc. Des coups tordus à gauche et à droite. Et il était au service de la pègre qui dirige le Cameroun en ce moment. Donc, quand vous le voyez se comporter tel qu'il se comporte, là, ce n'est pas les affaires d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps qu'il le fait. Et il bénéficie de la couverture du sommet de l'État du Cameroun. La preuve, quand il a tué cet inspecteur de police, est-ce qu'il a fait la prison? Non. La petite prison militaire qu'il a faite n'a pas duré un mois. On a organisé un simulacre de procès là, au tribunal militaire. À l'époque, il était défendu par un avocat, là, Maître Nyekanga. Bon, je crois qu'il n'est plus de ce monde, si je ne me trompe pas. On a organisé un simulacre de procès là, au tribunal militaire. Bon, on l'a condamné à 1 franc symbolique et à quelques mois de prison. Et puis, hop, il est sorti de la prison militaire quelques mois seulement après. Et au lieu qu'il stagne
dans ses avancements en grade. Il est plutôt monté en grade. À l'époque, quand il a fait assassiner cet inspecteur de police-là, il était, je crois, il était capitaine, hein, si je ne me trompe pas. Et puis après, il a connu une ascension fulgurante au sein de l'armée, au sein de la gendarmerie, de capitaine à commandant, commandant, lieutenant, colonel, et puis pape, colonel, et puis pape, division de la sécurité militaire, pour des bons et loyaux services qu'il a rendus au régime voyou de Yaoundé. On a bombardé la division de la sécurité militaire. C'est-à-dire que ce qu'il faisait à Douala, c'est exactement ce qu'il est en train de faire dans le Cameroun anglophone. Monter des gangs de bandits qui sévissent dans le Southern Cameroun, ils kidnappent contre rançon, ils égorgent des civils, notamment des jeunes filles. Et quand les milices du colonel Bankui finissent d'assassiner un civil de la manière la plus horrible qui soit, quand elles finissent, par exemple, d'égorger une jeune fille, qu'est-ce que ces milices font? Ces milices ne s'arrêtent pas là. Ces milices prennent des images, c'est-à-dire elles filment les corps des victimes, elles envoient aux activistes sur les réseaux sociaux parce que, comme vous avez pu le suivre dans un audio qui circule depuis quelques jours, Bankui Émile entretient une cellule au niveau de la CEMIL. Cette cellule est composée d'une centaine de cyberactivistes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, un peu partout. Alors, le rôle de ces activistes-là, c'est quoi? C'est de recevoir les images qui viennent des milices du colonel Bankui en zone anglophone. Donc, tous les crimes que vous voyez là, ou alors les violences qui sont mises en scène, etc. Ces activistes reçoivent ces images-là. Ils répandent ça sur les réseaux sociaux et puis ils commentent ces images en disant, voilà, comme vous voyez, les séparatistes ont encore égorgé une jeune fille à Batibou. Oh, les séparatistes, les terroristes sécessionnistes ont enterré une fille vivante à Guzan. Oh, Florence Ayafora a été égorgée à tel endroit et patati et patata. Ça, c'est le travail de la division de la sécurité militaire du colonel Joël Liban. C'est vrai que Atanga aussi a son gang de voyous qui sévit là-bas. Même les poltations, bref, la plupart des élites anglophones là ont leur gang de bandits, leur groupe de bandits en zone anglophone qui se comportent sous des dehors des Ambazonan Restoration Forces, alors qu'en réalité, il s'agit des bandits qui posent des actes qui sont par la suite attribués aux vrais Ambazonan Restoration Forces, qui sont les véritables combattants pour la libération du peuple du Southern Cameroun. C'est de cela qu'il est question. Alors, Bankui Émile est donc celui qui orchestre, celui qui est à l'origine des querelles intestines, des divisions, des guerres au sein du mouvement indépendantiste anglophone. C'est-à-dire que c'est lui qui tire les ficelles de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous observez comme conflit interne au sein de la résistance anglophone. C'est lui, Bankui Émile. Et si je n'avais pas été à la sécurité militaire, je ne l'aurais jamais su. La preuve en est que, avant que je ne sois confronté à cette CEMIL-là, je ne pouvais même jamais imaginer que cette sécurité militaire était, tant que ça, au centre de tout ce qu'il y a comme opération secrète dans le cadre de ce conflit. Je ne pouvais jamais imaginer cela. Mais alors, au grand jamais. C'est à la faveur de mes ennuis judiciaires dont la sécurité militaire est la cause que je vais finir par me rendre compte qu'en fait, c'est-à-dire que l'organe qui est au centre de toutes les opérations secrètes dans le cadre du conflit anglophone, c'est la sécurité militaire. En fait, je n'ai contre. Il est tout à fait normal. Hein? Il est tout à fait normal. Il est d'ailleurs du devoir
de tout État de mettre en place des stratégies pour infiltrer le camp ennemi. C'est tout à fait normal. Mais quand ça touche à la liberté d'un peuple, quand ça touche à la vie des êtres humains, des individus, alors là, je me sens interpellé. Voilà pourquoi je me bats corps et âme pour contrecarrer toute velléité de détruire la lutte, la noble cause du peuple anglophone du Southern Cameroun. Parce qu'il s'agit d'un combat pour la justice, un combat pour la vérité, un combat pour l'indépendance, la dignité d'un peuple qui a été bafoué par la France et les gouvernements Ahidjo et Biya. C'est de cela qu'il est question. Alors, Bankou Émile traîne donc beaucoup de casseroles. Bankou Émile et son organe et sa sécurité militaire traînent donc beaucoup de casseroles, ont commis beaucoup de crimes dans le cadre de ce conflit et continuent d'ailleurs de commettre beaucoup de crimes, de verser énormément de sang dans le cadre de cette lutte armée du peuple anglophone, du Southern Cameroun. Alors, nous allons donc commencer par la première affaire dans laquelle la sécurité militaire se trouve impliquée. Il s'agit de l'arrestation de la maman et de la sœur de Chris Anou et de Phil Marshall. Parce que vous savez que Chris Anou et Phil Marshall sont des frères. C'est à fin août, je crois. Oui, je crois. Si mes souvenirs sont exacts, je ne sais pas ce qui arrive à ma mémoire. Oui, c'est fin août que la maman et la sœur de Chris Anou sont arrêtées. À l'époque, la maman de Chris Anou se trouvait chez la sœur Beza Biritz au quartier Obobogo, à Yaoundé. C'est là-bas que les agents du criminel Bankou Émile sont allés les arrêter, toutes les deux. Bon, après les avoir arrêtés, les agents de la CEMIL les ont conduits au secrétariat d'État à la Défense. Et la maman de Chris Anou, tout comme Beza Beritz, la sœur, qui fait dans le gospel, dans la musique chrétienne, étaient accusés d'avoir gardé dans leur maison des dizaines de millions représentant le fruit des rançons collectées par Phil Marshall et les Red Dragons lors des kidnappings. Ça, ce sont les accusations avancées, les accusations idiotes avancées par Bankou et ses gars. Et c'est Bankou qui était derrière. Après avoir fait arrêter Beza Beritz et Maman Mafouotem Grasse, la maman de Phil Marshall, Bankou Émile va appeler Chris Anou au téléphone. Bankou Émile va appeler Chris Anou au téléphone pour demander à Chris Anou que finalement parce que Chris Anou avait d'abord appelé Paul Tasson pour lui dire que pardon, il faut laisser ma maman tranquille ainsi que ma soeur parce que je sais que c'est toi qui es derrière tout cela. C'est donc Paul Tasson qui dit à Chris Anou que non, ce n'est pas moi, c'est le colonel Bankou. C'est lui qui est derrière l'arrestation de ta maman et de ta soeur. Alors, c'est donc après que Chris Anou appelle le colonel Bankou. Le colonel Bankou lui dit que non, toi-même tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein? Si tu continues à jouer au dur, ta maman ainsi que ta soeur vont rester là. Donc, essaie de coopérer, essaie de collaborer. Chris Anou va dire que tu vas libérer ma maman. Lui a dit à Bankou que tu vas libérer ma maman ainsi que ma soeur, que tu le veuilles ou pas. Et je ne baisserai jamais les bras dans tout ce que je fais. Donc, de grâce, libère ma mère, libère ma soeur. La maman de Chris Anou a été libérée pour des raisons de santé. C'est Beza Beritz qui est restée en prison jusqu'au mois de janvier 2021 parce que Beza Beritz a été traduite devant le tribunal militaire
pour recel de financement de terrorisme, bref, un truc de ce genre. Bon, elle a été relaxée pour fait non établi. En fait, l'objectif de l'arrestation de la mère et de la sœur de Chris Ano par Bankui Emile, c'était d'amener Chris Ano et son frère Phil Marshall donc c'était pour casser leur morale et les pousser à renoncer à la lutte. C'était ça l'objectif. Or, les deux frères étant restés droits sur leur botte, Bankui Emile et sa bande se sont rendus compte que bon, la stratégie n'a pas porté de fruits, alors il fallait simplement l'abandonner. Voilà comment Beza Beritz a été relaxé purement et simplement par le tribunal militaire. Alors, et après, c'est-à-dire que quelques semaines seulement après, la libération de Beza Beritz, Bankui Emile et ses agents-là et toute les sécurocrates du pouvoir en place se sont dit mince. Parce que des semaines auparavant, les soldats du BI avaient lancé une traque contre Phil Marshall parce qu'il était question que Phil Marshall soit capturé ou tué avant la fin de l'année 2020. Comme ils n'ont donc pas réussi, il fallait adopter une autre stratégie pour détruire les Red Dragons, détruire Phil Marshall. Qu'est-ce que Bankui Emile et sa bande ont fait? Ils ont monté une opération. C'était au mois de février 2021. L'opération consistait à déployer des soldats en civil dans le Lébi Alem, accompagnés bien évidemment de leurs camarades du BIR en tenue cette fois-là. Et les soldats en civil allaient capturer des chefs traditionnels, les tuer et alerter la communauté internationale. Comme quoi, oui, voilà, les Red Dragons viennent d'assassiner 3 chefs traditionnels à Essoata, dans le Lébi Alem. Donc, pour ceux qui se souviennent, les 3 chefs traditionnels là, qui avaient été assassinés à Essoata, dans le Lébi Alem, c'est Bankui Emile et Paul Tasson qui en sont les responsables. Et quand les chefs traditionnels ont été tués, Paul Tasson, parce que Paul Tasson a tenu des réunions au niveau de Allon avec des chefs traditionnels quelques jours avant l'assassinat de ces chefs. De ces chefs. Donc, il a tenu une réunion préparatoire à cette opération-là. Donc, après l'assassinat de ces 3 chefs traditionnels, Paul Tasson, qui était à Yaoundé, à ce moment-là, foire au niveau du musée national. Et le drame, c'est que c'est lui qui expliquait aux médias camerounais les circonstances dans lesquelles les chefs traditionnels ont été assassinés. Lui, Paul Tasson. Que oui, vraiment, comme vous voyez, Phil Marshall a fait assassiner des chefs traditionnels, etc. parce que ces derniers ont refusé de lui donner une partie de l'argent issu de la récolte du cacao, oh, patati patata. C'est Paul Tasson, hein. Ce ne sont même pas les populations riveraines du village de Soata qui témoignent. C'est Paul Tasson qui était à Yaoundé au moment des faits. C'est lui qui sert on va dire quoi? C'est lui qui sert de source d'information aux journalistes relativement à l'assassinat de ces chefs traditionnels. On n'avait pas besoin d'être un devin pour se rendre compte qu'en fait, Paul Tasson était impliqué dans l'assassinat de ces chefs traditionnels et que tout le cinéma qu'il a organisé quelques jours après au musée national visait à attirer l'attention de la communauté internationale sur le fait que, voilà, c'est Phil Marshall, machin, qui a assassiné les chefs traditionnels, etc., etc. Alors, autre rôle joué par la sécurité militaire de Bankui Emile dans le Lébi Alem, parce qu'on va rester dans le Lébi Alem, c'est l'affaire de la création des Guerrilla Fighters. Depuis que Général Ayeki a été tué,
Cette histoire de Gorilla Fighters là n'existe même plus. Je n'en entends même plus parler. Certains membres même de cette histoire ont été reversés au niveau du centre les coquilles vides qu'il a créé là, le centre de désarmement, démobilisation et réinsertion. C'est là-bas où on allait jeter certains membres de cette histoire-là, dont un certain Beltus Atterson, qui gesticule là sur les réseaux sociaux, dit qu'il est un ex-combattant. Il était membre de ce gang-là. En fait, c'est Paul Tasson et les Bankui Emile qui créent cette histoire-ci. Gorilla Fighters. Et le patron des Gorilla Fighters, c'était le général Ayeke. Général Ayeke était un soldat du pays, classe 2014, si je ne me trompe pas. Et il a déserté le pays pour aller servir au sein des Red Dragons. Donc, il était le commandant en second de Phil Marshall. C'était au mois de mars 2019. C'est-à-dire qu'on a réussi à convaincre Phil Marshall, Ayeke, contre de fortes sommes d'argent, bien sûr, de ce qu'il fallait qu'il quitte les Red Dragons, qu'il crée son groupe armé, les Gorilla Fighters, en vue de fragiliser les Red Dragons, en vue de neutraliser Phil Marshall. Et tout cela se passe quelques mois seulement après que l'armée camerounaise, des soldats camerounais, ait mené une opération au niveau de Lebi-Alem qui visait à capturer Phil Marshall vivant avant les fêtes de fin d'année. L'opération a bien évidemment échoué. Bon, maintenant, pour masquer l'échec, la cellule de communication du ministère de la Défense, à l'époque, c'est Didier Badje qui était encore là, a annoncé aux médias, Jeune Afrique, un peu partout, que Phil Marshall a été blessé lors des combats avec les soldats camerounais et qui s'est réfugié au Nigeria dans l'état de Taraba pour se soigner, etc., etc. Alors, les Gorilla Fighters sont donc créés dans ce contexte-là et dans l'objectif que je viens dont je viens de faire état, c'est-à-dire que fragiliser les Red Dragons, décapiter les Red Dragons, c'est-à-dire tuer Phil Marshall. Alors, Général Ayeke a donc créé son groupe. Des promesses mirobolantes d'argent lui ont été faites. Des armes ont été mises à sa disposition par la sécurité militaire, par la DGRE aussi, d'après ce que j'ai obtenu comme information. Alors, à partir de mars 2019, Ayeke a donc commencé à commettre des actes de provocation vis-à-vis des Red Dragons. Et les Red Dragons, les Gorilla Fighters, c'est-à-dire que le groupe armé de Ayeke, se comportait exactement comme un gang de bandits, un gang de voyous qui kidnappait contre rançon, qui incendiait des cases villageoises, qui enlevait des mamans, des jeunes filles, qui agressait les cultivateurs de cacao, notamment dans la localité d'Alor. Ils leur prenaient de fortes sommes d'argent, etc. Bref, les Gorilla Fighters semaient la terreur au niveau, du moins, plus précisément dans la localité d'Alor. Bien entendu, c'est Bankui Emile qui tirait les ficelles de tout cela. Bon, pendant des mois et des mois, Ayeke a persisté dans sa sale besogne jusqu'à ce que Général Ayeke commence à ouvrir les yeux, comme on dit vulgairement au Cameroun, et puis commence à revendiquer un argent qui lui a été promis. C'est vrai que une somme d'argent assez conséquente avait été débloquée dans un premier temps. Bon, maintenant, il est arrivé un moment où il en exigeait un peu plus. Alors, un jour, il s'est tourné vers ses alliés du régime pour leur dire que, écoutez, vous m'avez promis telle somme d'argent. Je me suis retourné contre mon peuple. Je ne veux plus continuer dans cette lancée, à moins que vous mettiez à ma disposition
la somme d'argent que vous m'avez promise. Il a donc commencé à faire du chantage. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il était en train de faire du chantage à ses parrains au sommet de l'État du Cameroun. Alors, pour se débarrasser de lui, Général Ayeke a été attiré dans un traquenard par des soldats camerounais avec qui il travaillait au niveau de Lebi-Alem. Il a été capturé, il a été torturé à mort. Et pour ceux qui se souviennent, son corps a été exposé parce que le corps avait été transporté par un hélicoptère du BI pour Kumba. Et c'est à Kumba que le corps du général Ayeke a été exposé. Et le pouvoir de Yaoundé à l'époque a profité de l'occasion pour mettre en scène la libération d'otages qui se trouvaient entre les mains du général Ayeke. À l'époque, la propagande officielle à travers des médias camerounais acquis à la cause ont fait croire aux Camerounais que voilà, l'armée camerounaise vient de libérer des jeunes filles, des griffes du redoutable général Ayeke, etc. Alors que général Ayeke travaillait en étroite collaboration avec des soldats camerounais dans la contre-révolution. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'objectif assigné aux Gorilla Fighters, c'était de combattre plutôt les Red Dragons. L'objectif assigné, bien évidemment, par le pouvoir de Yaoundé, par les agents de la sécurité militaire du colonel Bankui. C'était ça la mission qui a été confiée à général Ayeke. Comme il n'a pas pu atteindre ses objectifs, il a été liquidé purement et simplement. Autre affaire dans laquelle la CEMIL, la sécurité militaire, est impliquée, c'est dans l'affaire Florence Ayafor. Dans l'affaire Florence Ayafor. J'en ai longuement parlé sur ma page YouTube. J'ai énormément enquêté sur le sujet, sur la question. La division de la sécurité militaire, dirigée par le colonel Bankui, est impliquée dans la disparition tragique, dans l'assassinat horrible, crapuleux et odieux de la gardienne de prison Florence Ayafor. Je dis et je répète, et il faut que les Camerounais le retiennent une bonne fois pour toutes. La division de la sécurité militaire du colonel Joël-Émile Bankui est impliquée dans la disparition tragique de la gardienne de prison Florence Ayafor. Je vais vous expliquer comment. Lorsque Florence Ayafor est tuée dans des conditions que vous-même vous pouvez imaginer, écartelée, décapitée, sa tête qui a été brandie comme un trophée, violée même, parce qu'avant d'être tuée, elle a d'abord été violée par ses bourreaux. Vous avez tous vu la vidéo. Mais pour être sincère, moi, je n'ai pas eu le courage de consacrer ne serait-ce que 3 secondes à cette vidéo. C'était tellement... ça donnait une telle chair de poule que vraiment, je n'ai pas pu avoir le courage de regarder cette vidéo. Tant mieux vraiment pour ceux qui ont pu. Bon, ceux qui ont pu regarder la vidéo savent de quoi on parle. En fait, pourquoi Florence Ayafor a été tuée? Florence Ayafor a été tuée parce que, à la prison de Bamenda, où elle travaillait, Atanga Polji, comment il s'appelle, le gouverneur du Nord-Ouest, l'Afrique, etc. Bref, tout cette pègre-là qui dirige le Cameroun à l'heure actuelle, avait souvent l'habitude d'utiliser certains détenus du pénitencier de Bamenda pour former des gangs de voyous, des gangs de bandits qui devaient aller mener un certain nombre d'opérations contre-révolutionnaires dans le cadre du conflit anglophone. Kidnapper contre rançon, assassiner des civils et attribuer ces actes-là aux ambazoniens. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer comme opération contre-révolutionnaire. Et après que ces détenus aient été utilisés
dans le cadre de ces sales besognes-là, pour ces sales besognes, ils étaient purement et simplement exécutés. Parce qu'il n'était pas question qu'un jour ou l'autre, ils aient à témoigner sur ce qu'ils ont eu à faire pour le compte de ces voyous qui sont à la tête de l'État du Cameroun. Il fallait les exécuter. Alors, Florence Ayafor, gardienne de prison à Bamenda, était très au fait de ces opérations-là. Et un jour, elle s'est vivement opposée à ce que les prisonniers, les détenus de la prison, des détenus de la prison centrale de Bamenda soient utilisés pour ces sales besoins. Et après avoir marqué son opposition vis-à-vis de la mise à contribution des détenus de la prison centrale de Bamenda par les autorités civilo-sécuritaires ou civilo-militaires de la localité de Bamenda, elle a été rappelée à l'ordre d'abord par sa hiérarchie, c'est-à-dire comment on les appelle, le régisseur de la prison centrale de Bamenda l'a convoqué pour lui dire de faire attention parce qu'elle risquait d'y passer si elle continuait à se comporter comme elle le faisait. Et par la suite, c'est le gouverneur Adolphe Lafrique qui fait venir Ayafor à son bureau pour lui dire que voilà, cette histoire-là, si tu continues à faire le bras de fer avec nous, tu verras ce qu'il en coûte. Et Atanga Djihad ont été informés de cela, des ajustements d'Ayafor. Et par la suite, il a donné des instructions qu'on l'élimine physiquement. Et dans l'élimination physique de Florence Ayafor, il fallait faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, on se débarrasse d'un témoin gênant, d'un certain nombre d'opérations qu'on a eu à mener, qu'on a eu à commanditer avec des prisonniers de la prison centrale de Bamenda. Et de l'autre, on prend le soin de filmer l'acte d'assassinat ou alors la décapitation de Florence Ayafor. Et par la suite, on envoie la vidéo de cette décapitation sur les réseaux sociaux dans le but d'attribuer cet acte aux Ambazonan Restoration Forces. Et ainsi, la communauté internationale va classer le mouvement indépendantiste anglophone comme organisation terroriste. Voilà le plan qui a été conçu. Florence Ayafor a donc été tuée. Et je tiens à vous rappeler que l'un des trois bourreaux de Florence Ayafor qui était en train de la décapiter était en contact téléphonique avec l'Afrique, le gouverneur de la région du Nord-Ouest. Et c'est l'Afrique qui demande à ce jeune garçon, l'un des trois jeunes gens, qui était en train d'égorger Florence Ayafor. Bon, l'Afrique demande à l'un d'eux, c'est l'Afrique qui demande à l'un d'eux de filmer la scène et d'envoyer sur les réseaux sociaux. Voilà donc comment la vidéo se retrouve sur Facebook un peu partout. Et comment la division de la sécurité militaire entre en jeu? C'est sur ordre de la présidente de la République. Parce que la sécurité militaire de Bankui Émile a joué deux rôles dans cette affaire. Deux. Le premier rôle consistait à éliminer physiquement ceux qui ont égorgé Florence Ayafor. Parce que si ces jeunes gens, c'est-à-dire que les trois jeunes gens qui ont égorgé Florence Ayafor, étaient laissés libres et vivants, un jour ou l'autre, ils seraient amenés à faire un certain nombre de révélations sur le rôle qu'ils ont eu à jouer dans le cadre de l'affaire Florence Ayafor et sur leur commanditaire. Donc, ils seraient appelés à révéler, à dévoiler les noms de leurs commanditaires. Voilà ce que ces derniers ont craint. Et c'est la raison pour laquelle ils ont donc décidé de liquider physiquement ces trois jeunes gens. Et c'est à la division, c'est-à-dire qu'à l'antenne sémile du littoral à Douala,
antenne sémile du littoral à Douala. C'est là-bas où les assassins de Florence Ayafor ont été exécutés sommairement le 29 avril 2020. Retenez bien cette date, le 29 avril 2020. Et c'est un capitaine de la sémile qui a fait exécuter ces gens, ces jeunes gens. Au départ, les Ambazonian Restoration Forces, nous allons revenir sur eux là tout à l'heure. Les Ambazonian, parce qu'à l'époque, les EDF d'Ayabacho Lucas avaient déjà annoncé que non, nous avons arrêté, interpellé les assassins de Florence Ayafor. Ils ont même pris les photos de ces 3 jeunes gens, ils ont mis sur un flyer, qu'ils ont balancé comme ça là, sur les réseaux sociaux. Or, après mes investigations, voilà, exactement un mois faux, le 29 avril 2020 à Douala, et c'était un capitaine qui a exécuté ses enfants, ceux qui ont tué Florence Ayafor. Alors, les EDF ont donc balancé le flyer sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, nous prenons la communauté internationale à témoin, les assassins de Florence Ayafor ont été arrêtés, pardon, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, si Ayabacho et ses EDF ont pris la communauté internationale à témoin en lui disant qu'ils avaient arrêté Florence Ayafor, ça veut dire que c'est les EDF qui ont mis ces 3 jeunes gens à la disposition de la division de la sécurité militaire pour qu'ils soient exécutés sommairement. Aussi simple que ça. Voici donc le premier rôle que la sémile a joué dans le cadre de l'affaire Florence Ayafor. Et je tiens à dire à tous les agents de la sécurité militaire qui écoutent cette vidéo que je suis en train d'investiguer sur le rôle joué par la sécurité militaire avant l'assassinat de Florence Ayafor. Je suis en train d'investiguer là-dessus parce que je ne suis pas très sûr que la sémile n'était pas informée de la situation de Florence Ayafor vis-à-vis de sa hiérarchie, vis-à-vis du gouverneur de la région du Nord-Ouest avant son assassinat. Je suis sûr que cette sémile a joué un rôle avant la décapitation de Florence Ayafor. Le deuxième rôle que la sécurité militaire a joué dans le cadre de l'affaire Florence Ayafor, le deuxième rôle, c'était de mettre en scène un procès au tribunal militaire pour tromper, pour entourlouper, pour berner l'opinion internationale en faisant croire à cette dernière que la lumière est en train d'être faite sur l'assassinat de Florence Ayafor. Parce que le 10 octobre 2019, les États-Unis, à travers leur ambassade à Yaoundé, ont publié un communiqué. Et à travers ce communiqué, le gouvernement américain a exigé, c'était 2 semaines après l'assassinat de Florence Ayafor, le gouvernement américain a exigé que les assassins, et le communiqué était adressé au gouvernement camerounais, même pas aux Ambazoniens, que les cyberactivistes proches du régime de Biya accusaient d'avoir assassiné Ayafor. Donc le gouvernement américain a invité son homologue camerounais à rattraper les présumés coupables, à les juger, c'est-à-dire qu'à les traduire devant un tribunal pour un procès équitable et public. Pour un procès équitable et public. Or, les Atanga Ponji, les Lélé l'Afrique, les Bankui Emile et autres ne pouvaient donc pas traduire devant les tribunaux les jeunes enfants qui ont exécuté Florence Ayafor parce qu'ils allaient être amenés à livrer leur commanditaire. Il fallait les exécuter. Maintenant, pour mettre en scène un procès, la sémile a attrapé 2 jeunes gens au quartier Bounabedi à Douala, de jeunes débrouillards, de jeunes commerçants. Ils s'appellent Niba Innocent Akuma et Ed Mungang. Ils ont été arrêtés en fin juin 2020. C'est-à-dire que quelques mois seulement après l'assassinat, après l'exécution sommaire et extrajudiciaire des assassins de Florence Ayafor. C'est-à-dire qu'on exécute, le 29 avril 2020, on les fait exécuter. Quelques mois après, on fait arrêter 2 jeunes gens à Bonabeni, à Douala, Niba Innocent Akuma et puis Ed Mungang. On les conduit d'abord parce que c'était des jeunes commerçants. Niba Innocent Akuma, comment il est arrêté? 3 agents de la sémile arrivent à son
à sa boutique, parce qu'il avait une boutique au niveau de Bonabel à Douala. Il s'y trouvait avec sa copine enceinte. Un garçon âgé de 31 ans, je crois. 3 agents sémil en civil arrivent là. Bien entendu, le jeune homme croit avoir affaire à des clients. Il leur demande, il leur dit bonjour, mais qu'est-ce que vous voulez? Et puis les agents sémil lui demandent de présenter sa carte d'identité. Le jeune homme dit que présentez ma carte d'identité comment? Qui êtes-vous? Et c'est là où les gars se présentent donc. Allez, tel agent sémil, blablabla. Allez, suivez-nous. C'est comme ça qu'on embarque dans le petit avec sa femme enceinte. Allez, on le fait monter dans un pick-up directement l'antenne sémil du littoral à Douala. Arrivé à l'antenne sémil du littoral à Douala, les agents qui s'y trouvaient demandent à la copine de Niba, Innocent Akuma, de rentrer à la boutique. Bon, une fois à l'antenne sémil, un adjudant, je crois, un adjudant ou un capitaine, je ne sais pas quel grade il avait, montre la vidéo, la fameuse vidéo que vous avez tous vue, de la décapitation de Florence Ayafo. Il dit, est-ce que tu reconnais cet endroit? Et puis le jeune homme dit, moi je ne connais pas Florence Ayafo, je n'ai jamais été à Pigning parce que Ayafo avait été tué au village Pigning. Après, l'agent s'est mis dit que c'est vrai, toi tu n'apparais pas dans la vidéo là, tu n'apparais pas dedans, mais tu connais les gars, c'est-à-dire que les gars qui sont sur la scène, tu connais sans doute l'un d'eux. Le gars dit, je ne connais personne parmi ces gars-là. Après avoir dit qu'il ne connaissait personne parmi ces gars, on l'a torturé. On a torturé ce jeune homme. Après l'avoir torturé, quelques jours après, allez, direction Yaoundé, au bureau du colonel Bankui. Quand Niba Innocent Akuma arrive là, on le conduit au bureau du colonel Bankui. Bon, on lui présente, après Bankui dit, allez le garder en cellule. On prend le jet en cellule. Et puis, Niba Innocent Akuma sera rejoint par Ed Mungang. Ed Mungang, c'était son cousin. Et comment on arrête Ed Mungang? Ed Mungang est arrêté au moment où il était en train d'accompagner son cousin, un autre cousin, sur Bamenda. Donc, le cousin avait oublié sa carte d'identité. Donc, ils étaient sur le chemin de la gare routière et son cousin là devait prendre le bus pour Bamenda. Après, ils se sont rendus compte que le cousin de Ed Mungang a oublié sa carte d'identité à la maison. Ed Mungang est donc rentré à la maison chercher sa carte d'identité. Et c'est au retour. Et ce cousin s'appelait Ngouroger. Voilà. Ngouroger. Bon, quand il rentre donc avec la carte de Ngouroger, il tombe nez à nez sur les agents civils qui l'interpellent. Et c'est pour ça que vous avez dû remarquer dans le reportage que les médias camerounais ont eu à faire sur les 2 présumés assassins de Florence Ayafo qui ont été arrêtés. Vous avez pu remarquer que le nom Ngouroger était affiché sur la poitrine de l'un des 2. Le Ngouroger là, en fait, n'était que le nom du cousin de Ed Mungang. Parce qu'au moment où Ed Mungang est arrêté, la carte qu'il détient, la carte d'identité nationale qu'il détient était celle de son cousin Ngouroger qu'il est allé chercher à la maison. Parce que Ngouroger, son cousin, l'avait oublié à la maison. C'est donc comme cela que lui également, il va subir le même traitement que l'autre là, qui l'a devancé. Niba Innocent Akuma, bon, il va être torturé, questionné, etc. Lui-même, il dira que vraiment, il n'a rien à voir avec cette histoire. Puis lui aussi, il va aller rejoindre Niba Innocent Akuma à la CEMIL, à Yaoundé, au ministère de la Défense. Le 10 juillet donc, 2020, comme au Cameroun, je ne sais même pas ce que devient la presse, c'est-à-dire que les médias et tout ça là. On va dire que le ministère de la Défense, les Atomfac et tout ça là, ils ont fait venir la presse pour filmer les enfants là qui étaient placés au niveau de la cour de la CEMIL avec leur nom sur la poitrine. On les a présentés comme les assassins de Florence Ayafo qui ont été interpellés grâce à la perspicacité, grâce au génie des agents de la sécurité militaire
qui ont bénéficié de la collaboration de la population locale, etc., etc. Bref, ils ont construit une histoire là qui ne tient pas la route. Je me rappelle à Tom Fax, Cyril, le perroquet du ministère à la Défense. Il a construit une histoire là comme quoi, oui, au moment où Edmond Gang était à Ngou-Roger, parce que on a attribué le nom de Ngou-Roger à Edmond Gang. Ngou-Roger était en train de conclure une histoire d'achat d'armes à Douala. J'ai seulement ri à l'époque. Je dis que mais celui où nous prenez même pour des qui? Vous nous prenez pour des boutous. Vous avez arrêté quelqu'un qui était en train de conclure une affaire d'achat d'armes. Vous l'avez arrêté. Et celui avec qui il était dans le deal, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Vous ne l'avez pas arrêté, pourquoi? On a pris ces deux enfants-là. On est d'abord allé les jeter au cèdre. Arrivé au cèdre, il y a un adjudant là-bas, un adjudant-chef, qui leur a dit que nous savons que vous n'avez rien à voir avec cette histoire. Écoutez bien, un adjudant-chef au niveau du CED, secrétariat d'État à la Défense, là où on a conduit ces deux enfants-là, leur a dit qu'ils n'ont rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. Mais leur seule préoccupation, c'était de savoir si ces deux jeunes gens étaient membres des Ambazonian Restoration Forces. La réponse, bien évidemment, c'était non. Au moment où ils sont arrêtés, ils ne sont pas des Ambazonian Restoration Forces, puisque c'est à Douala qu'on les a arrêtés. Alors, après donc, le CED, ils ont passé pratiquement 2 mois, hein, 2 mois ou 3 mois, non. C'était quelques semaines, parce que c'est au mois d'août qu'ils ont été inculpés et puis placés sous mandat de détention à la prison centrale de Yaoundé-Koningui. Jusqu'à ce jour, depuis le mois d'août 2020, jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais été jugés. Ils n'ont jamais été jugés. Et s'il vous plaît, Atanganji et Lele Lafite sont partie civile à ce procès. Atanganji et Lele Lafite. Et la famille d'Ayafor a subi des pressions et des menaces. Et parfois des menaces de mort. Devinez d'où provenaient ces menaces-là. Devinez d'où provenaient ces menaces. Alors, une autre affaire dans laquelle est impliquée la CENIL du voyou Émile Bankui. Il s'agit de l'affaire de Comfort Thomasan. Bon, il faut dire, son parti civil, c'est-à-dire, donc, t'as dit que le parti civil, ça veut dire que Atanganji et l'Afrique se considèrent comme les victimes, non, de l'assassinat de Florence Ayafor. Ils demandent des réparations. Je ne sais pas si Florence Ayafor était leur sœur ou leur, je sais pas quel type de relation ils entretenaient avec la défunte. Je ne sais pas. Donc, ils veulent réclamer des réparations. Donc, en fait le véritable rôle que Atanganji et l'Afrique jouent dans cette affaire, c'est qu'ils veulent obstruer la procédure, c'est tout. C'est ça le rôle. Bon, partie civile, c'est vrai, ils sont du côté de la partie civile. Mais dire qu'ils sont partie civile, c'est un abus de langage. Tu vois, donc leur rôle, en fait, c'est d'obstruer la vérité, d'empêcher que la vérité n'éclate. Et comme vous pouvez remarquer, depuis que le procès s'est ouvert en décembre, je crois, 2020, c'est bloqué, la procédure est bloquée, ça n'avance pas. Et les débats ne se sont même jamais ouverts. Et ces enfants sont toujours à la prison centrale de Koningui. Depuis plus d'1 an. Ces enfants sont là, à Edmond Gang et puis Niba Innocent Akuma. Et pour ceux qui sont mes amis sur Facebook, j'ai à une certaine période, du moins il y a quelques semaines ou quelques mois, lancé une alerte où j'interpellais l'opinion internationale relativement à la situation de ces deux jeunes gens. Et j'ai également attiré l'attention du colonel Le Bankui de la sécurité militaire, que c'est lui le geôlier de ces deux enfants-là et que ce dernier, et que Bankui Émile a intérêt à faire libérer ces enfants-là parce que Niba Innocent Akuma et Florence et Edmond Gang n'ont absolument rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. Mais alors, rien à voir. Alors, ouvrons donc l'affaire Comfort Thomasan. Comfort Thomasan a été assassiné le 13 août 2020.
comme Fatouma Sang a été assassinée le 13 octobre 2020. Alors, pourquoi, comme Fatouma Sang a été assassinée, bien entendu, cette jeune fille a été l'agneau du sacrifice. Parce que quelques jours avant son assassinat, à l'époque, Tibor Nagui était encore sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Alors, il avait fait une déclaration, c'était fin juillet 2020. Excusez que je m'asseye un peu normalement. Il a déclaré que le grand dialogue national, c'était du n'importe quoi et que les États-Unis étaient favorables à des négociations sans précondition et avec un médiateur international. Après cette déclaration, Yaoundé a paniqué. Et la pègre qui dirige l'État du Cameroun, qui dirige le Cameroun, s'est donc demandé qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'il faut à tout prix convaincre ces gens, convaincre le gouvernement américain, convaincre Washington de ce qui se trompe dans la perception, ça c'est sa perception de la crise. Il faut à tout prix leur prouver que les personnes avec qui ils veulent qu'on négocie ne sont pas dignes d'être notre interlocuteur dans quelques négociations que ce soit. Il faut à tout prix prouver que ce sont des bandits, que ce sont des criminels, que ce sont des terroristes avec qui aucune négociation n'est possible, que ce sont des bandits. Alors, qu'est-ce que le pouvoir de Yaoundé fait? Et tout ça, c'est la sémille de Bangui qui orchestre cela. Le pouvoir de Yaoundé a d'abord sacrifié Chris Omba. C'était le 3 août 2020. Chris Omba, elle a été tuée dans une localité là, à la périphérie de Bamenda. Vous vous souvenez de cette jeune fille qui était en train de balancer les fesses à côté d'un jeune garçon là, et puis donc c'était une vidéo séquencée. Une partie de l'image montrait la jeune fille en train de se trémousser et tout, aux côtés d'un jeune, et de l'autre, l'image de son corps avec le cou entaillé, le sang qui giclait et tout. C'était le 3 août 2020. Je m'en souviens parce que j'ai eu à suivre ces histoires-là de très près. Parce qu'à travers cette image-là, le pouvoir de Yaoundé voulait convaincre la communauté internationale, les États-Unis, de ce que voilà, ces gens avec qui vous voulez qu'on négocie, ce sont des voyous, ce sont des bandits. Et la première personne à avoir reçu cette vidéo en exclusivité, c'est Titus Nkonda, Makontli Pondem. Et Makontli Pondem travaille avec Bangui Emile. C'est vrai qu'il a des relations très poussées avec Atanganji, avec Paul Elunche également, qui est secrétaire général adjoint à la présidence, parce que Paul Elunche est également proche de Nkonda Titus, Makontli Pondem. Et la présidence de la République verse, Ngongo Ferdinand particulièrement, verse beaucoup d'argent à Nkonda Titus. Ngongo Ferdinand et puis Mvondo Ayolo. Donc, c'est donc Nkonda Titus qui reçoit la vidéo. Il balance ça sur les réseaux sociaux. Bon, il s'attendait à ce que, qu'à la suite de la diffusion de cette vidéo-là, horrible sur les réseaux sociaux, le monde allait se mettre en ébullition. Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, malheureusement. Bon, après le flop de l'affaire Chris Omba, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Comme Fatouma Sang, qui a été tué le 11 août 2020, avait une relation amoureuse, bien sûr, avec un soldat de l'armée camerounaise. Alors, comme Fatouma Sang sortait avec le soldat parce que elle devait servir de monnaie d'échange pour la libération de son grand frère qui avait été arrêté par des gendarmes à Mouyouka. Bon, après donc avoir servi d'objet sexuel à des militaires
qui était en poste au niveau de Muyuka. Comme Thomasan va par la suite commencer à fréquenter les milieux ambazoniens à Muyuka, donc les combattants ambazoniens. Et puis les soldats en service à Muyuka vont donc prendre peur que, comme Thomasan ne soit amené à trahir leur secret et à dévoiler leur localisation aux Zamba Restoration Forces. Voilà comment tout a été organisé de manière à ce qu'elle soit capturée et tuée dans les circonstances que vous-même vous avez pu voir. Et bien entendu, il fallait qu'elle serve de sacrifice parce que le pouvoir Biya voulait convaincre à tout prix les Américains de ce que, voilà, les Ambazoniens sont des terroristes, des cannibales, des assassins, des criminels, des bandits avec lesquels aucun dialogue, aucune négociation n'est possible. Comme Thomasan a été tué, et dans mes investigations sur cette affaire, le nom de Bankui a été cité. Le nom de Bankui a été cité, le nom du gouverneur du Sud-Ouest, cette fois-là, Okali Abelai, a été cité. Elle a été tuée. Bien entendu, la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux a suscité un tollé général. Heureusement que moi, je ne le dis pas pour me jeter des fleurs, hein, mais j'ai comme le sentiment que le travail, on va dire, le contrepoids que j'ai eu à opposer à cette campagne malsaine sur les réseaux sociaux a eu des conséquences telles que l'on ne vit plus depuis. Vous avez pu remarquer qu'on n'assiste plus à ce genre de scènes horribles. Depuis que j'ai entrepris de dénoncer ce genre de choses, des crimes horribles comme ceux sur Florence Ayaf ou alors de Comfort Thomasan ne sont plus légion. Vous avez pu le remarquer sans doute. Et après que Comfort Thomasan a été assassiné, Tai Tusun Konda a été reçu en grande pompe à la présidence de la République par Ferdinand Ngongo parce que à l'époque, la pègre qui dirige le Cameroun s'est rendu compte que les États-Unis ont réagi pour condamner les Ambazoniens, l'Angleterre, le gouvernement anglais également. Bref, la communauté internationale s'est émue. La communauté internationale s'est émue quant à ce crime odieux-là. Et c'était justement ça l'objectif d'Nkonda Titus, d'Mbangu Émile et autres. C'était d'émouvoir la communauté internationale, de dresser cette dernière contre le mouvement indépendantiste anglophone. Et à l'époque, comme ils se sont rendus compte que leur objectif a été atteint, Nkonda Titus a été reçu à la présidence de la République le 11 août 2020. Et c'est Ngongo qui l'a reçu à la présidence de la République. Alors, autre affaire dans laquelle Bankui Émile est impliqué, c'est dans l'affaire des ZDF, Ambazonian Defense Force. Je vais le redire ici, à travers ce live. Ambazonian Defense Force n'est pas un groupe, c'est-à-dire que n'est pas un mouvement armé tourné vers la cause du peuple anglophone du Southern Cameroun. L'Ambazonian Defense Force est une milice qui est financée et armée par des officiers du renseignement camerounais, dont le colonel Joël Émile Bankui de la division de la sécurité militaire. Savez-vous, mesdames et messieurs, qu'Ayabacho Lucas, qui est le patron de l'Ambazonian Defense Force, se rend très souvent au Cameroun? Est-ce que vous le saviez? Ayabacho Lucas, qui est le patron de la division de la sécurité militaire, se rend très souvent au Cameroun. Et quand il se rend au Cameroun, il tient des réunions avec
des hauts gradés de l'armée camerounaise, des officiers supérieurs du renseignement camerounais, des dignitaires du régime de M. Paul Biya, des hauts cadres de la présidence de la République. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous allez sur le mur de Caroline Mala, une activiste amazonienne qui était proche d'Ayabacho Lucas, elle fait un certain nombre de révélations sur les accointances entre Banqui Émile et Ayabacho Lucas. Et moi-même, j'ai eu à le dire à travers ma chaîne YouTube et même sur Facebook que un des proches du colonel Banqui m'avait informé de ce que ce dernier a très souvent l'habitude d'échanger par WhatsApp avec Ayabacho Lucas. Il y a quelques mois, j'ai révélé, aussi bien sur ma chaîne YouTube que sur ma page Facebook, que 2700 armes ont été livrées à l'Ambazonian Defense Force par Banqui Émile et Eko Maxime, qui est le patron de la DGR, Direction Générale de la Recherche Extérieure, dans les services de contre-espionnage camerounais. Les Ambazonian Defense Force, c'est-à-dire que leur rôle, ce n'est pas de lutter, c'est-à-dire que de combattre l'armée camerounaise. Non. L'objectif de l'Ambazonian Defense Force, premièrement, c'est d'émietter, de casser, de diviser la lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun. Et là, je m'adresse aux supporters d'Ayaba qui m'accusent d'être celui qui a été implanté au sein de la résistance anglophone pour le diviser. Je tiens à vous dire, chers messieurs, que ce n'est pas à la faveur de mon départ du Cameroun que les divisions sont nées au sein de la résistance anglophone. C'est bien avant mon départ du Cameroun. Parce que j'avais déjà constaté ces querelles intestines, ces guerres de leadership au sein de la lutte armée anglophone, au moment où je me trouve encore au Cameroun. Ça, il faut le dire. Alors que les affidés d'Ayabacho viennent aujourd'hui m'accuser, alors que les preuves, c'est-à-dire que les évidences de la collaboration entre ce groupe, c'est-à-dire que les EGOFSI, EDF et le pouvoir de Yaoundé sont, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est tellement, c'est-à-dire que cette collaboration ou cette collusion, c'est selon, est tellement évidente qu'on n'a vraiment pas besoin de démontrer ou de prouver quoi que ce soit. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est clair et ça se voit. Ça se voit. Et quand Chris Ano avait annoncé sur ABC Amba TV qu'Ayabacho se rend très souvent au Cameroun avec un certain Cheikh Avi, est-ce qu'Ayabacho a démenti cela? Non. Parce qu'il est conscient que tout cela est vrai. Il est conscient que tout cela est vrai. Et je vous ai toujours dit que 99%, c'est-à-dire que si 100 généraux ambazoniens ont été tués au cours de cette révolution, 99 l'ont été par ou grâce aux Ambazonian Defense Force. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Parce que si vous allez sur les pages Facebook, Twitter de ce groupe-là, les EGOFSI, EDF, machin, vous verrez, vous aurez l'impression qu'il s'agit d'un groupe armé bien organisé, surarmé, avec des tenues, avec du matériel roulant. Mais personne ne s'est une seule fois posé la question de savoir que, mais d'où provient l'argent qui permet à EDF de s'offrir un armement aussi lourd? Quand est-ce que EDF a levé des fonds en vue de l'acquisition d'un tel matériel? Parce que si Ayabacho Lucas et ses gardes EGOFSI décident d'organiser un fundraising pour l'achat des armes, un peu comme le interim government de Dr Samuel Sako et Komen fait avec les Mamba War Draft et tout ça. Si Ayabacho décide d'organiser le Mamba War Draft, s'il s'en sort avec beaucoup,
s'il s'en sort avec beaucoup, c'est 500 $. 500 $. Parce que même les populations du Southern Cameroun ont commencé à vomir Ayabacho. La preuve, quand Ayabacho décrète un lockdown, ou alors quand il lance un mot d'ordre, lockdown, ghost town et tout ça, qui exécute? Qui suit? Personne. Personne. Or, quand le interim government de Dr. Sako décrète un mot d'ordre, lockdown, ghost town, la population suit. C'est un fait. Or, quand tu le dis, les ayabaïstes vont venir tomber sur toi pour dire que, oh, machin, ceci, cela, ah, tu es au service de Dr. Samuel Sako, il commet, etc., machin, truc. Vous voyez, toutes ces guerres-là, ces affrontements, d'un côté, le camp de Sako, de l'autre, le camp de Ayabacho, c'est Banqui Emile. C'est Banqui et sa sécurité militaire. Ce sont eux qui orchestrent cela. Oui. Et en orchestrant ces affrontements, cette division, cette querelle de leadership, en orchestrant tout cela, le pouvoir de Yaoundé, les sécurocrates du régime, les patrons des services secrets, se mettent derrière le camp d'Ayaba. Parce qu'ils utilisent le camp d'Ayaba comme un instrument de contre-révolution. Et je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, qu'au niveau des États-Unis, le gouvernement camerounais utilise un lobbyiste américain, un certain Chris Brown, qui est venu s'attaquer à moi sur Twitter. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais utilise cet individu pour présenter l'Ambazonan Defense Force comme étant la seule force, c'est-à-dire que le seul groupe armé indépendantiste anglophone crédible, etc., célèbre, avec lequel le gouvernement camerounais doit négocier, et patati et patata. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais est allé jusqu'à payer un lobbyiste américain, un certain Chris Brown, pour mener cette campagne-là sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant l'affaire d'Ayafo, c'est les ADF qui ont livré, c'est-à-dire que les 3 assassins d'Ayafo à la sécurité militaire. Et c'est tout récemment, quand j'ai investigué sur l'affaire en décembre 2020, que je me suis rendu compte que ces 3 jeunes gens avaient été exécutés sur ordre de Banqui. Je me suis dit, ah tiens, si les ADF ont clamé à l'époque, en son temps, que ce sont eux qui ont arrêté les 3 assassins de Florence et Afro, ça veut dire que ce sont les ADF qui ont confié, qui ont livré ces 3 jeunes gens à la sécurité militaire. D'où la collusion, on ne peut plus évidente, entre les ADF et Banqui Emile. C'est de cela qu'il est question. Et je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, que la résistance armée anglophone, si les ADF ont 1000 combattants, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Si les ADF ont 1000 combattants, Banqui Emile a au moins 600. Je dis bien 600. Sans compter les petits groupes de bandits qu'il a déversés là-bas et à qui il a remis des cartes C1000 et des armes et tout ça. Et je vous avais également parlé ici sur ma chaîne YouTube d'une affaire de 40 000 munitions qui ont été interceptées sur la route Ebolo-Bambam. Et c'est Patrice Nouma qui avait révélé ce scandale-là en juin 2018. C'est-à-dire que un car transportant 40 000 munitions a été intercepté sur la route Ebolo-Bambam. Et la cargaison de munitions était escortée par des agents C1000, dont un certain caporal Atana, qui travaillait à l'antenne C1000 de Bertois à l'Est. Alors, les gendarmes de la Légion du Sud décident donc de conduire les membres du convoi, les membres qui se trouvaient dans le convoi, à la Légion de gendarmerie du Sud pour une audition. Et c'est le commandant des opérations à la Légion de gendarmerie du Sud, une certaine Aïssine colonel, qui a ouvert l'audition. Et pendant qu'elle auditionnait les membres du convoi,
Banque Émile appelle cette colonel-là, la dame-là, pour lui dire de laisser passer le convoi parce que les munitions sont destinées à un groupe séparatiste. Et c'est comme ça qu'elle a donc laissé passer le convoi. Donc, des 40 000 munitions étaient destinées. Et Banque Émile a insisté en disant qu'il s'agissait d'un ordre du chef de l'État, Paul Biya. Et que voilà, si elle s'exécutait, elle allait passer général de brigade. Et Banque lui a même envoyé de l'argent pour qu'elle laisse passer le convoi. Donc, ça veut donc dire que nous sommes en juin 2018. Donc, ça veut dire que c'est depuis même l'éclatement de la lutte armée que Banque commençait déjà à collaborer, à infiltrer les combattants ambazoniens. C'est de cela qu'il est question. Donc, la sécurité militaire est impliquée dans beaucoup. Le nom de Banque est cité dans pas mal de crimes dans le cadre de ce conflit en zone anglophone. Quand on vous cite par exemple l'affaire de l'assassinat des 7 élèves à Kumba, le 24 octobre 2020, tout ça, ce sont les plans de Banque Émile. Tout ça, ce sont les plans qu'il élabore dans sa sécurité militaire. Ce sont ces plans. Est-ce que vous savez que ceux qui ont les soldats camerounais en civil qui ont assassiné les 7 enfants-là, ces soldats ont été par la suite exécutés par la sécurité militaire. Et celui qui dirigeait les opérations au niveau du bois des singes à Douala s'appelle l'adjudant Bessala, l'un des bras droits du colonel Bankui. Ah oui! Eh oui! Donc après l'opération, le 24 octobre 2020, les soldats qui ont assassiné, ont été exécutés sommairement pour effacer toute évidence. Parce que, écoutez, s'ils avaient été maintenus en vie, s'ils avaient été gardés en vie, ils risquaient de dévoiler un certain nombre de choses, de livrer leurs commanditaires, de passer à table, comme on dit. Donc, il était mieux pour leurs commanditaires pour les commanditaires de cet assassinat, de les exécuter purement et simplement. Voilà. Donc, on a pratiquement fait le tour. Hein.